On a donc tous bien compris que derrière cette révolution économique, il y a de fortes attentes des citoyens. On a parlé il y a quelques instants de cash investigation. On va tout de suite faire réagir Arnaud Roland, directeur associé RSE chez Coca-Cola European Partners, qu'on accueille tout de suite sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Bienvenue, Arnaud Roland, sur ce plateau. Vous êtes en charge de la RSE depuis 10 ans. Donc vous connaissez bien le sujet, vous êtes sensible en tout cas aux aspects environnementaux. Je voudrais quelques chiffres pour commencer. Des chiffres que je n'ai pas inventés, qui sont sortis du Figaro cet été. En 2014, dans les océans, il y avait une bouteille plastique pour 5 poissons. Si on ne fait rien, d'après les projections, en 2050, il y aura autant de bouteilles plastiques que de poissons. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bonjour à tous, merci de votre invitation. Tout d'abord, on est sur un sujet extrêmement émotionnel aujourd'hui, sur le plastique. Donc on a perdu toute rationalité et les chiffres que vous venez de citer en sont un très bon exemple. La pollution des plastiques, c'est un problème énorme, c'est un problème mondial, c'est un problème qui peut potentiellement toucher la santé humaine, donc on est sur quelque chose de très sérieux. Donc on ne peut pas caricaturer et donner ce genre de chiffres. C'est la fondation Ellen MacArthur, je crois, qui dit qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. C'est probablement une réalité. Maintenant, pourquoi accuser simplement la bouteille en plastique ? La pollution plastique, au sens large, elle est par définition multiple. Elle provient de sources de partout dans le monde. Donc on ne peut pas, je dirais, caricaturer, simplifier un problème aussi complexe en stigmatisant à la fois un industriel, un emballage et aussi le plastique, parce qu'il y a aussi d'autres pollutions que le plastique. Hasard du calendrier peut-être, mais diffusé le 11 septembre 2018, c'était le magazine Cash Investigation, Plastique, la grande intox. Vous étiez au cœur de tous les débats. Comment vous l'avez vécu et comment vous le vivez aujourd'hui encore ? Alors, les équipes d'Élise Lucet nous ont contactés il y a 6 mois. Donc, nous ont demandé si elles pouvaient venir interroger nos dirigeants. Nous avons tout de suite accepté, parce que pour nous, c'était normal d'être dans un exercice de transparence, de dialogue. Et c'est certainement ce qui nous manque aujourd'hui sur le plastique. Je suis complètement d'accord avec ce que disait Monsieur Petit-Huguenin tout à l'heure. On manque de ce dialogue aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on fait face à des postures qui sont extrêmes parce qu'il n'y a pas de discussion sur le fond, c'est-à-dire à la fois sur les solutions. On ne fait que dénoncer les problèmes. On voit des images de tortues mourir dans des filets de pêche, comme vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux, et ça, c'est tout le temps, c'est en permanence. Donc c'est ça que les gens ont en tête, mais les gens n'ont pas les solutions. Donc nous, notre métier, c'est effectivement de recevoir Élise Lucet, de recevoir Cash Investigation, de la faire tourner avec ses équipes une journée entière dans nos usines, de lui faire venir quelqu'un de chez nous d'Atlanta pour passer 1 heure d'entretien avec elle. C'est ce qui a été fait. Après, le reportage, c'est la responsabilité des journalistes, c'est leur point de vue, et il est tout à fait respectable. Maintenant, je pense qu'il faut, sur un sujet comme ça, qu'on fasse de la pédagogie, et chacun d'entre nous a un rôle à jouer là-dessus. Alors, ce magazine a-t-il eu un impact, une influence sur vos ventes, très sincèrement ? Non, aucun. Aucune conséquence ? Aucun. Ça veut dire que d'un côté, il y a des citoyens qui pestent et de l'autre, des consommateurs qui continuent. On a regardé, nous, ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Cash Investigation, c'est presque 3 millions de téléspectateurs. C'est en prime time à la télé le mardi soir. Les gens réagissent énormément. Et qu'on dit les gens des choses assez intéressantes. C'est-à-dire, face à ce problématique complexe de la pollution des plastiques, on est dans une chaîne de responsabilité. On ne peut pas simplement stigmatiser l'industrie et débarrasser le consommateur de sa responsabilité. Si quelqu'un dans cette salle, tout à l'heure, sort et jette sa bouteille d'Évian dans la rue, on ne va pas accuser Danone. On est d'accord. Donc, ça ne veut pas dire que l'industrie n'a pas une responsabilité. Évidemment qu'elle en a une, mais chacun dans son champ de responsabilité doit agir. Donc les citoyens doivent être responsables. On va faire un sondage. Et les gens ont énormément réagi là-dessus. On va faire un sondage tout de suite. À votre avis, regardez, la question va s'afficher.
Au-delà de l'écho médiatique et de l'activisme de certains mouvements écologistes, les citoyens consommateurs vont-ils modifier leur comportement d'achat? Avec donc 4 propositions, à long terme, à moyen terme, à court terme ou jamais. Vous envoyez donc 1, 2, 3 ou 4 par SMS au 07 57 92 14 07. Quelques secondes pour voter, c'est parti. Voilà, je pense que la majorité d'entre vous a voté. On va donc découvrir instantanément le résultat de cette consultation avec une majorité de 38% à moyen terme 37%, 96 exactement. Donc on sent quand même un impact réel. Il y a clairement aujourd'hui un mouvement anti-plastique. Qu'est-ce qu'on a observé cette année? Ce sujet n'a cessé de s'accélérer depuis le début de l'année. Au mois de janvier, le premier supermarché avec un rayon entier sans plastique a ouvert en Hollande. Vous avez un distributeur européen qui fait une campagne de communication à ses dizaines de milliers de clients qui s'appelle Plastic Toc Tic Toc, annonçant la fin du plastique. Un distributeur. Donc vous voyez, on a changé d'époque. Donc on n'est pas sur des signaux faibles aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. On est sur des signaux forts. On parle même d'une rue zéro déchet à Paris. Vous voyez l'ONG Zero Waste qui est sur tous les plateaux télé et radio. Et d'ailleurs, je regrette que peut-être qu'on aurait pu les inviter aujourd'hui pour les inviter à dialoguer avec les industriels du plastique. Il faut qu'on sorte des postures et il faut qu'on construise le monde de demain parce que des solutions existent. Alors, après ce constat, et vous parlez des solutions, quelle est votre feuille de route au niveau Coca-Cola? Qu'allez-vous faire? Ce sujet, il n'est pas nouveau pour nous. Vous l'avez rappelé, moi, ça fait 10 ans que je fais de la RSE chez Coca-Cola. Je me souviens, quand j'ai pris mon job il y a 10 ans, ma première visite, c'était dans une usine de recyclage du plastique, parce qu'on commençait à en acheter, parce qu'on devenait juste d'avoir l'autorisation de faire du plastique recyclé apte au contact alimentaire. Donc il y a 10 ans, on en a acheté 5%, puis on est monté à 10, à 15, à 20. Aujourd'hui, on est à 27%, et nos objectifs sont très clairs. On va doubler ce taux d'ici à 2025. Au niveau européen, Coca-Cola, dans tous les pays, est un des premiers acheteurs de plastique recyclé apte au contact alimentaire. Donc ça, c'est une solution de boucler la boucle. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on sait refaire une bouteille avec une ancienne bouteille. Et le problème aujourd'hui, paradoxalement, c'est que vous manquez de matière à recycler, d'après ce que tous les professionnels nous disent. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est là où est le paradoxe, parce que, et c'est là où il faut qu'on soit concret et pragmatique. D'un côté, vous voyez à la télé des bouteilles plastiques flotter à la surface des océans, et de l'autre côté, vous voyez des industriels qui n'ont pas assez de matière pour faire tourner leur usine. Donc on vit quand même dans un monde de fous. Donc c'est ça qu'il faut réconcilier. Et il faut expliquer aux citoyens, au grand public, que cette bouteille plastique, non, elle n'a rien à faire dans un océan. Par contre, elle a tout à faire dans l'usine en Bourgogne, qui, elle, en a besoin pour produire et avoir un impact positif sur toute l'industrie. En parlant de vos objectifs, 100% d'emballage recyclable, 100% de collecte, 50% de plastique recyclé. Comment vous allez faire concrètement? Alors très clairement, aujourd'hui, ça a été rappelé tout à l'heure, l'enjeu c'est la collecte. Aujourd'hui, en France, on ne recycle pas assez. Quand vous regardez le comportement de tri sélectif parmi les citoyens, grosso modo, vous avez un Français sur 2 qui trie systématiquement, c'est-à-dire tous les jours, tous ses emballages. Pour cela, il n'y a pas de problème. C'est l'autre moitié qui nous intéresse. Et c'est cela qu'il va falloir faire convaincre de faire le bon geste, de faire plus, de faire encore plus souvent. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin de s'associer avec d'autres acteurs, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Ça fait des années qu'on fait des campagnes de communication, que Éco-Emballage, maintenant Citeo, fait de la communication, que les collectivités locales font de l'affichage auprès des citoyens sur le tri sélectif. Il y a eu énormément de progrès, mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. On doit changer d'échelle, on doit vraiment accélérer ça. Vous parliez d'éco-emballage, il y a quand même une ambiguïté qui est entretenue, parce que quand vous voyez ce point vert qui figure sur les différents emballages, tout le monde pense que c'est recyclable, alors que ça veut juste dire qu'il y a une taxe qui a été versée. Donc est-ce qu'il n'y a pas une volonté finalement de masquer un petit peu la réalité des choses, d'entretenir un flou, une ambiguïté? Alors,
Vous avez raison, il faut aussi qu'on apprenne de nos erreurs, entre guillemets, de ce qu'on n'a pas su faire. Clairement, aujourd'hui, pour certains citoyens, c'est compliqué de comprendre qu'est-ce qui se trie, qu'est-ce qui ne se trie pas, et à quoi ça sert, surtout. Donc c'est aussi ça le rôle qu'on doit jouer. Pour la première fois cette année, on a fait une campagne consommateur, grand public, en s'associant avec d'autres marques de boissons. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu, on s'est associé avec Cristalline, avec Evian, avec les marques de Nestlé, et ensemble, on a communiqué sur une idée toute simple, c'est qu'une bouteille d'Evian peut redevenir une bouteille de Coca-Cola, et inversement. Et donc c'est ce travail-là qu'on doit poursuivre, qu'on doit amplifier. Aujourd'hui, sur tous les emballages des produits, vous avez des consignes de tri qui sont écrites. Alors, c'est vrai que tout le monde ne lit pas les étiquettes, donc c'est probablement pas suffisant. Il faudra utiliser, par exemple, des outils digitaux, utiliser des applications. Il y a de plus en plus de gens qui scannent les produits aujourd'hui, donc il faut utiliser ces applications pour leur donner les bons conseils et aussi leur raconter l'histoire. C'est-à-dire, quand je parle de solutions, ça passe aussi par de la pédagogie. C'est-à-dire, tiens, ce produit-là, si je le trie, où est-ce qu'il va, à quel endroit, il est traité comment, dans quelles conditions. Et moi, j'engage vraiment les professionnels du plastique ici d'ouvrir le plus largement possible les portes par tous les moyens. Donc faire un bus qui circule dans toute la France pour expliquer ce que fait l'industrie du plastique, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut organiser des visites de consommateurs dans vos usines, il faut leur montrer vos métiers, il faut communiquer sur les réseaux sociaux, il faut utiliser ce que font très bien aujourd'hui les ONG qui arrivent à toucher des millions de gens avec des messages extrêmement simples. Donc beaucoup de transparence, il y a donc de la sensibilisation, de la pédagogie, il y a aussi une volonté de répondre à toutes les questions, de démystifier, mais est-ce qu'on pourrait imaginer chez Coca-Cola le retour de la bouteille en verre ? La bouteille en verre, elle existe déjà. C'est assez minime. Vous pouvez la trouver effectivement dans tous les rayons de France. Les bouteilles en verre sont pour le réseau café, hôtel, restaurant sont dans un circuit de consigne depuis des années. Donc effectivement, la bouteille en verre, c'est l'ADN de Coca-Cola. C'est le produit original et c'est probablement la meilleure expérience de consommation d'un Coca-Cola. Donc effectivement, nous avons une stratégie pour pousser la bouteille en verre. Mais attention non plus à ne pas tomber dans la caricature. C'est certainement très bien que la bouteille en verre de Coca-Cola revienne un peu plus en visibilité et dans les mains des consommateurs, mais on ne pourra jamais basculer les bouteilles en plastique vers les bouteilles en verre pour une raison très simple, ça a été rappelé tout à l'heure, si on fait ça, on multiplie par 4 le carbone. Donc on a aussi des objectifs de réduction de carbone. Donc en responsabilité, en tant que leader, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Votre avis sur la bouteille plastique consignée, c'est possible ? Ça existe dans certains pays, ce n'est pas forcément le modèle idéal. Ce qui peut être intéressant pour nous, c'est vraiment collecter plus de bouteilles plastiques pour les réinjecter dans la chaîne de recyclage, parce que c'est une chaîne qui fonctionne, qui a besoin de matière, qui a besoin de se développer. À votre avis, pour terminer notre entretien, est-ce qu'on a encore le choix aujourd'hui d'y aller ou pas ? Clairement non. Aujourd'hui, on n'est plus à l'époque des signaux faibles. Les signaux, ils sont partout. Et ils sont, vous l'avez rappelé, tous les jours. Donc c'est un mouvement irréversible, c'est un mouvement qui va s'amplifier. Donc le plastique, on a besoin de défendre et d'expliquer les bienfaits du plastique et des bouteilles en particulier. Et surtout, on a besoin que chacun comprenne son rôle pour régler le problème. Les industriels agissent, ont une responsabilité, mais les consommateurs aussi. Arnaud Roland était avec nous. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions.